je vous propose que l'on reprenne notre réunion avec le deuxième point à l'ordre du jour qui appelle l'examen du rapport d'information de nos collègues Henri Alfandari et Daniel Obono sur la politique monétaire de la zone euro face aux défis climatiques. Je leur laisse tout de suite la parole. En commençant par vous, Madame Obono. Très bien, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Collègues, notre écosystème global est en état d'urgence. Le changement climatique, conséquence des trop nombreuses émissions de gaz à effet de serre causées par les activités humaines, constitue aujourd'hui la plus grande menace existentielle à laquelle l'humanité est confrontée. 2025 devrait devenir la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde et le continent européen se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. La hausse des températures entraîne des phénomènes de mortalité massive ainsi que des extinctions d'espèces. Ces bouleversements ont atteint un niveau tel qu'ils menacent la survie de toutes les espèces vivantes dont la nôtre. Et en Europe, le réchauffement pourrait entraîner 30 000 décès par an. Les travaux scientifiques, notamment ceux du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, ainsi que les rapports de nombreuses organisations non gouvernementales, alertent depuis des décennies maintenant sur ces conséquences prévisibles, éminemment visibles aujourd'hui, durables et potentiellement irréversibles. En vain, car l'inaction coupable de nos gouvernements nous a menés au point de bascule où nous sommes aujourd'hui. Le fait que limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré est désormais impossible. Alors, pour répondre à l'immense défi civilisationnel que constitue l'urgente adaptation de nos sociétés à ce nouveau paradigme, nous devons utiliser tous les outils et leviers à notre disposition. En cela, la politique monétaire de la zone euro est un terrain extrêmement important pour déployer de nouvelles politiques face à ces enjeux. Les risques systémiques que représente le réchauffement climatique pour l'économie et la stabilité financière ont été identifiés en 2015 avec le discours fondateur du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, sur la tragédie des horizons. Des phénomènes climatiques extrêmes tels que les inondations ou les tempêtes vont provoquer des destructions physiques sur les biens avec un alourdissement du bilan des assurances qui pourrait fragiliser l'ensemble du système financier s'il est mal anticipé. Les pertes ont déjà représenté 50 milliards par an en moyenne sur la période 2021-2024 selon l'Agence européenne pour l'environnement. Le dérèglement climatique pèsera également sur la croissance par une réduction de l'offre du travail et une diminution de l'accumulation du capital. Il pourrait entraîner une perte de PIB de l'ordre de 15% au niveau mondial d'ici 2050 si aucun effort de décarbonation n'est fait. Enfin, les épisodes de sécheresse affecteront en particulier le secteur de l'agriculture en diminuant les rendements agricoles, ce qui entraînera une augmentation des prix des produits alimentaires, 3% chaque année d'ici 2035 pour les consommateurs et consommatrices, et accentuer la précarisation des agriculteurs et agricultrices. La transition vers une économie bas carbone pourrait également entraîner des perturbations liées à l'effondrement des prix des actifs adossés à des activités carbonées, qu'on appelle actifs échoués. Il pourrait accélérer l'inflation par la hausse du prix du carbone, la demande accrue d'investissement et les tensions sur le marché du travail liées à la transformation de la structure de production. Mais ces effets apparaissent minimes comparés au coût de l'inaction. Ils seront d'autant plus importants si la transition est retardée et non coordonnée. Face à ces perturbations, la réponse de la politique monétaire risque d'être particulièrement complexe, car le changement climatique aura des effets asymétriques entre les différents pays de la zone. Les chocs d'offres liés aux catastrophes climatiques confronteront la Banque centrale européenne à un arbitrage difficile entre maîtrise de l'inflation et soutien à l'activité. En effet, la hausse des taux d'intérêt qui a suivi la flambée inflationniste à la suite de l'invasion de l'Ukraine a eu pour conséquence de renchérir le coût des investissements. Elle a particulièrement pénalisé les investissements verts en raison de leur forte intensité capitalistique. Mais à défaut de réagir, la Banque centrale prendrait le risque d'une contagion de l'inflation à l'ensemble de l'économie et d'un désancrage des anticipations des agents qui rendrait d'autant plus brutal le resserrement monétaire ultérieur. Cette situation oblige la BCE à conduire la politique monétaire avec doigté. Dans ce contexte, les banques centrales ont un rôle à jouer dans la prise en compte des risques financiers liés au climat. Compte tenu de l'ensemble de ces interactions entre politique monétaire et climat, le Conseil des gouverneurs s'est engagé en 2021 à, je cite, veiller dans le cadre de son mandat à ce que l'eurosystème prenne pleinement en compte, conformément aux objectifs de l'Union en matière de climat, l'incidence du changement climatique et de la transition.
Ce changement d'approche s'est entendu avec force dans toutes les auditions que nous avons réalisées. Il est désormais très largement admis que la Banque centrale européenne est habilitée à prendre en compte les enjeux climatiques dans le cadre de son mandat. En vertu de son mandat secondaire, la BCE doit contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union européenne, parmi lesquels figurent la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, à condition de ne pas porter préjudice à la stabilité des prix. De façon encore plus solide, l'action climatique peut s'ancrer au cœur du mandat principal de la BCE en raison des perturbations économiques profondes et des pressions inflationnistes qu'entraîne le dérèglement climatique. C'est d'ailleurs ce fondement qui est invoqué en priorité par les représentants de la Banque de France et de la BCE pour légitimer avec plus de poids les mesures de verdissement adoptées et éviter toute contestation liée au périmètre de son mandat. Il apparaît donc tout à fait envisageable que la BCE déploie une action climatique d'envergure à cadre institutionnel constant, sans qu'il soit nécessaire de réviser les traités au préalable. Pour autant, il pourrait être pertinent de réfléchir à terme à inscrire un objectif explicite de soutenabilité environnementale dans le mandat de la BCE. Cette assise juridique irréfutable conforterait l'engagement climatique des banquiers centraux dans un contexte où la forte judiciarisation de l'action de la BCE et les risques contentieux peuvent encore être un frein à l'adoption de mesures réellement ambitieuses sur le plan environnemental. Mais même si la prise en compte du climat est désormais assumée par la Banque centrale, il reste difficile de déterminer jusqu'où elle peut aller en la matière. Jusqu'ici, la BCE a privilégié une approche prudentielle qui vise à encourager les entreprises et les institutions financières à mieux mesurer, intégrer et gérer les risques liés au climat, en se fiant in fine au système financier pour opérer la réallocation des capitaux nécessaires à la transition. Cette logique contraste avec l'approche proactive qu'ont adoptée certaines banques centrales internationales, comme celle du Brésil, du Bangladesh ou de la Chine, qui ont assumé un rôle plus promotionnel, qui les conduit à intervenir directement dans l'économie pour favoriser le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a adopté en 2021 une feuille de route pour intégrer les risques climatiques dans l'ensemble de ses missions, le programme d'action pour le climat, qui a été prolongé en 2022. Plusieurs mesures significatives ont déjà été mises en œuvre dans ce cadre. La BCE a tout d'abord refondu ses outils de mesure de modélisation afin de mieux appréhender les effets économiques du changement climatique et de la transition et les intégrer dans ses projections. La contribution importante de la Banque de France, qui a développé un nouveau modèle satellite FR Green pour étudier l'incidence de la transition écologique et a élaboré un indicateur climat pour aider les entreprises à mesurer leurs expositions aux aléas climatiques et à évaluer leur trajectoire d'émissions, si leur trajectoire d'émissions est compatible avec l'accord de Paris, a été soulignée à de nombreuses reprises. Au niveau international, la BCE participe également aux travaux du Réseau pour le verdissement du système financier qui réalise des scénarios climatiques de long et de court terme. La BCE a aussi entrepris d'intégrer les risques climatiques dans sa mission de supervision du secteur bancaire. Elle a réalisé en 2022 le tout premier test de résistance climatique auprès de 41 établissements de crédit, parmi les plus importants, pour évaluer leur vulnérabilité en cas de choc climatique. Les résultats ont mis en évidence une prise en compte très insuffisante des risques liés au climat parmi 60% des établissements contrôlés. La BCE leur avait ainsi prescrit une série de mesures correctives individualisées et confidentielles à mettre en œuvre avant 2024. Elle a prononcé en novembre dernier la première amende liée au climat à l'attention de la banque espagnole Abanca pour manquement à ses obligations d'évaluer les risques environnementaux. Si des réflexions sont en cours pour moduler les exigences de fonds propres des banques en fonction du degré de verdissement de leur bilan, avec la mise en place d'un Green Factor, ni la BCE ni les législateurs européens n'ont encore franchi le cap. Enfin, la BCE a également commencé à intégrer la question climatique dans ses instruments opérationnels de politique monétaire, même si les résultats demeurent encore limités. Elle a commencé en 2022 à réorienter ses programmes d'achat d'actifs des sociétés non financières pour les aligner avec les objectifs de l'accord de Paris, en accordant un traitement préférentiel aux entreprises les plus performantes sur le plan climatique, sans exclure pour autant les activités carbonées. Le ciblage se fait sur la base d'un score climatique fondé sur les émissions passées de l'entreprise, ses objectifs en matière d'atténuation du changement climatique et la transparence sur ses émissions. Cela a permis une décarbonation progressive des obligations d'entreprise détenues par les banques centrales de l'eurosystème.
L'intensité carbone moyenne de leur portefeuille des titres d'entreprise s'est ainsi réduite de 38% en 2021 et 2024 et 40% des émetteurs avaient une bonne note climatique fin 2023. La portée de cette mesure a cependant été considérablement limitée par la mise en extinction des programmes d'achat d'actifs de la BCE dans le contexte du resserrement de la politique monétaire. Elle n'a ainsi concerné que les réinvestissements qui ont été eux-mêmes arrêtés fin 2024. Par ailleurs, les obligations d'entreprise ne représentent que 8% du bilan total de l'eurosystème, qui est constitué à 85% d'obligations du secteur public. Le verdissement global demeure donc faible, à défaut de stratégie de ciblage des émissions souveraines. En parallèle, la BCE a fait évoluer son dispositif de collatéral pour y intégrer les considérations climatiques. Lorsqu'elle prête aux banques commerciales pour les refinancer, la Banque centrale exige en effet que ces dernières lui remettent des actifs en garantie, des collatéraux, pour pouvoir se rembourser en cas de défaillance. Après avoir étudié plusieurs options concurrentes, le Conseil des gouverneurs a annoncé le 29 juillet dernier qu'il appliquerait des décotes aux titres d'entreprises carbonées dans leur valorisation en tant que collatéraux, afin de limiter l'exposition de l'eurosystème au risque climatique. La mise en œuvre est attendue pour fin 2026. Enfin, la BCE a annoncé qu'elle exclurait de ses achats d'actifs et de son dispositif de collatéraux les titres émis par les entreprises qui ne se conformeraient pas aux exigences de transparence en matière de durabilité imposées par la directive CSRD. Mais le trilogue autour de la directive Omnibus a acté une très forte réduction du seuil d'application de la directive sur le reporting de durabilité des entreprises et vide de sa substance la directive sur le devoir des vigilances. Si les résultats sont donc limités, les personnes auditionnées ont néanmoins souligné le rôle de catalyseur qu'avait pu jouer la BCE. Elles ont également pu favoriser des conditions de financement des entreprises inscrites dans une démarche de durabilité, la perspective que les obligations bien notées sur le plan climatique soient plus susceptibles d'être rachetées par la Banque centrale a pu améliorer leur liquidité et, ce faisant, diminuer le rendement exigé par les investisseurs. Je laisse maintenant la parole au collègue Alfandari pour expliquer les enjeux de l'approfondissement de l'action de la BCE. Monsieur le Président, Madame la co-rapporteure, cher Daniel, mes chers collègues, merci Marie de nous avoir accompagnés patiemment sur ce long rapport. Et donc je continue effectivement sur les enjeux d'un approfondissement de l'action climatique de la BCE. Le rapport s'est ainsi interrogé sur l'opportunité d'aller plus loin dans le verdissement des cadres opérationnels de la politique monétaire face au risque de perturbations majeures pour l'économie européenne et l'insuffisance des moyens actuellement déployés. Les investissements demeurent cependant encore très largement en deçà des besoins pour décarboner nos économies et limiter notre dépendance aux énergies fossiles. La Commission estime ainsi qu'il faudrait 620 milliards d'investissements supplémentaires chaque année, soit 3,7% du PIB de l'Union européenne, pour atteindre l'objectif de 55% de réduction d'émissions en 2030. Ce n'est pas tant un problème de financement, le stock d'épargne européenne atteint 35 000 milliards d'euros, mais l'allocation des capitaux. Malgré l'adoption d'un arsenal réglementaire fourni pour favoriser l'essor d'une finance verte, taxonomie verte, directive SFDR, qui impose des obligations de transparence en matière de durabilité aux institutions financières, la directive CSRD, la réorientation des financements vers la transition demeure insuffisante. Le principal obstacle au verdissement du système financier est le manque de rentabilité des projets de transition par rapport à leur alternative carbonée. Les investissements verts sont particuliers en ce qu'ils ne permettent pas d'augmenter la production, mais de réaliser des économies d'énergie dont les gains ne se concrétiseront que dans le futur et dépendent de l'augmentation du prix du carbone. En parallèle, les pertes dues aux événements climatiques extrêmes et l'échouage des actifs carbonés sont encore largement sous-estimés. Une étude récente de France Stratégie estime ainsi que sur les 85 milliards d'euros d'investissements bruts nécessaires chaque année d'ici 2030 pour décarboner le bâtiment et les transports en France, seul un tiers serait rentable sans intervention publique et à prix du carbone constant. Le financement de la transition écologique supposerait dès lors que les acteurs économiques soient disposés à accepter un moindre rendement en opérant un arbitrage entre rentabilité et soutenabilité. Or, les personnes auditionnées ont constaté que le greenium, le moindre coût de financement dont bénéficieraient les projets verts, demeure faible, voire inexistant. Les marges de manœuvre des États pour améliorer la rentabilité des projets verts apparaissent également limitées.
L'augmentation du prix carbone risque de se heurter à la faible capacité de financement des ménages et de peser sur la compétitivité des entreprises dans un contexte de transition non coordonnée. Et il y a peu d'espace budgétaire disponible pour accorder des subventions à la transition sans menacer la soutenabilité de la dette publique. Face aux contraintes de la politique budgétaire, la politique monétaire pourrait jouer un rôle plus actif en accompagnant la transition de l'économie par des mesures incitatives. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, appelle cependant à ne pas céder à la tentation de la baguette magique ou à l'illusion monétaire selon laquelle les banques centrales pourraient supporter la majeure partie de l'effort. Il est ainsi crucial de préserver l'indépendance et la crédibilité de la Banque centrale pour lui permettre de garantir un environnement économique stable, indispensable à la réalisation de la transition. Il ne faut pas non plus surestimer l'efficacité de la climatique de la politique monétaire, qui aurait une incidence bien plus faible que les instruments budgétaires, fiscaux ou réglementaires. Les mesures de verdissement supplémentaires devraient donc être finement calibrées pour optimiser leur impact climatique, tout en préservant l'efficacité de la politique monétaire et la stabilité des prix. Plusieurs options opérationnelles semblent particulièrement intéressantes et pourraient être mises en œuvre par la BCE sans modifier les traités. Une discussion pourrait être engagée sur le relèvement de la cible d'inflation de 2 à 3 %, comme le préconisent notamment Olivier Blanchard ou Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz. Cela donnerait à la BCE davantage de marge de manœuvre face aux fluctuations économiques liées à la transition et au réchauffement climatique, tout en réduisant le taux d'intérêt réel, ce qui favoriserait l'investissement. La BCE pourra également offrir des conditions de refinancement plus avantageuses aux banques qui accordent des prêts verts à taux réduit. Cette mesure pourrait s'inspirer des TLTRO, les opérations ciblées de refinancement à long terme mises en place par la BCE entre 2014 et 2024 pour permettre aux banques de se refinancer à taux plus faibles si elles maintiennent leur volume de crédit à l'économie réelle. D'autres banques centrales ont mis en place des lignes préférentielles de refinancement pour les crédits verts, comme au Bangladesh ou en Chine. Selon BPI-France, les TLTRO verts constitueraient un véritable accélérateur de la transition, en répondant aux deux contraintes dont pâtissent les investissements verts, des rendements plus faibles et un horizon plus long terme. Une différenciation de l'ordre de 200 points de base permettrait d'améliorer entre 24 et 54 % la rentabilité des énergies renouvelables. Enfin, la BCE pourrait amplifier le verdissement de ses portefeuilles d'actifs existants, en agissant sur le stock de titres sans attendre qu'ils arrivent à expiration. Il est également essentiel de réfléchir aux moyens d'inclure les titres du secteur public dans la stratégie de verdissement, dans l'hypothèse du retour d'une politique monétaire accommodante. Cela supposerait de disposer d'un cadre harmonisé pour identifier les obligations vertes souveraines. La mise en place de telles mesures pourrait être encouragée par des réformes institutionnelles qui permettraient de mieux appréhender les conséquences économiques de la politique monétaire. Les économistes Jens van Closter et Nick Debord ont suggéré que le Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne puissent clarifier les objectifs secondaires de la BCE pour lui offrir un cadre politique de référence à partir duquel interpréter son mandat secondaire sans prescription. L'économiste Éric Monnet propose pour sa part de créer un Conseil européen du crédit, une instance délibérative qui apporterait son expertise au Parlement européen sur l'incidence de la politique monétaire. La faisabilité des mesures opérationnelles évoquées suppose cependant que la BCE dispose d'informations standardisées, certifiées et comparables sur l'exposition des agents économiques aux risques climatiques et leur impact sur l'environnement. La directive Omnibus, sur le point d'être adoptée, est à cet égard inquiétante par le détricotage de la directive CSRD sur les obligations de publication d'informations en matière de durabilité, de la directive sur le devoir de vigilance qu'elle propose. Une simplification était certes indispensable au regard des charges administratives que faisait peser la directive CSRD sur les entreprises concernées, avec l'obligation de renseigner plus de 1200 points de données, dont beaucoup n'étaient pas essentiels ou directement mobilisables. Le choix de la Commission de privilégier une réduction de 80% du champ des entreprises concernées risque cependant de réduire drastiquement la quantité d'informations disponibles. La suppression de l'exigence que les entreprises mettent en œuvre leur plan de transition risque également de limiter l'utilité du dit plan, à un moment où il est crucial de disposer de données prospectives pour accompagner la transformation du brun au vert, plutôt que de soutenir les seules activités déjà propres. La BCE a exprimé ses préoccupations sur les risques qui en résulteraient pour la stabilité financière dans un avis spontané rendu en mai dernier. Alors que les négociations touchent à leur terme, nous soutenons pleinement la position française, qui consiste à privilégier une simplification très substantielle des informations demandées, pour ne garder que les plus importantes, tout en maintenant un large champ d'application de ces directives.
C'est une condition essentielle pour que le secteur financier puisse accompagner la transition et anticiper correctement les risques associés au dérèglement climatique. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation et pour votre travail extrêmement complet. J'ai quelques demandes de prise de parole, quelques orateurs de groupe, en commençant par le groupe EPR et par Constance Le Grip pour 2 minutes 30. Oui, Monsieur le Président, malgré votre air un peu étonné, oui, c'est bien moi qui prends la parole. Au nom du groupe Ensemble pour la République, je voulais, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues, dire que le sujet que vous traitez dans votre rapport d'information est vaste, effectivement crucial, tant le réchauffement climatique est aujourd'hui une réalité établie, documentée, étayée par les rapports scientifiques et le travail des scientifiques les plus renommés et les plus sérieux. Et donc, les conséquences économiques du réchauffement climatique ne sont plus du tout des conséquences que l'on pourrait qualifier de marginales. Elles sont absolument essentielles et touchent directement nos économies, nos entreprises, à travers les effets sur la croissance, l'investissement, la stabilité financière, la dynamique des prix. Vous avez fort excellemment précisé, documenté tout cela, et je crois que le constat doit vraiment être appréhendé avec lucidité par tout le monde. Alors, les exemples sont nombreux des événements climatiques qui affectent, par exemple, directement notre production agricole. Le stress hydrique en est un exemple très parlant dans la quasi-totalité des pays européens. Les événements climatiques perturbent aussi les chaînes de valeur, surenchérissent les coûts d'assurance et donc pèsent sur les finances de nos entreprises comme de nos ménages. Et puis, les tensions sur l'énergie, régulièrement aggravées par les malheurs géopolitiques, contribuent également à de l'instabilité et à des inflations très volatiles. Alors, de tout cela, les entreprises ont pleinement conscience. Depuis plusieurs années, elles intègrent tous ces enjeux dans leur stratégie, à travers la responsabilité sociale et environnementale, régulée par des textes tant nationaux qu'européens. Elles anticipent les risques climatiques, elles anticipent également la nécessité de modifier en profondeur, pour certains secteurs, leurs modèles économiques. C'est pas seulement des contraintes qui pèsent en fonction de normes et de régulations contraignantes, mais également des facteurs de compétitivité, de résistance et donc d'attractivité. Et il y a là toute une dynamique de marché intéressante qui se met en place et que nous devons reconnaître. Alors, je voulais poser une question plus particulièrement, alors peut-être à Monsieur Alfandéry, parce que c'est vous qui êtes intervenu, mais les deux rapporteurs, bien évidemment, auront certainement des choses à me dire sur le sujet du rôle et des compétences de la Banque centrale européenne, parce que vous avez émis l'idée, et d'ailleurs c'est détaillé dans la page 72 de votre rapport, que l'une des marges de manœuvre qui serait à la disposition de la Banque centrale européenne pour accentuer son soutien au financement de la transition écologique, c'est l'éventuel rehaussement de la cible d'inflation, passée de 2 à 3, comme le préconise par exemple Olivier Blanchard ou Monsieur Pisani-Ferry et Madame Mahfouz dans leur rapport. Alors, on comprend à la lecture de votre rapport que même si vous qualifiez cette idée de hétérodoxe, je reprends votre adjectif, vous la jugez intéressante, mais en même temps, vous avez l'honnêteté de dire que la Direction générale du Trésor en France considère qu'il ne faut pas modifier la cible d'inflation de 2% actuelle. Néanmoins, comme vous émettez l'idée, concrètement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus parce qu'il s'agit quand même d'une rupture significative par rapport au cadre actuel dans lequel se déroule la politique monétaire européenne, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence à moyen et long terme d'avoir cet rehaussement de la cible d'inflation de 2 à 3%, par exemple, que vous proposez, entre guillemets, enfin, que vous émettez comme une idée intéressante parmi d'autres. Merci. Merci beaucoup. Je propose de prendre la prise de parole de Gabriel Amar et du groupe La France Insoumise, et puis vous répondrez globalement à la fin l'un et l'autre. Merci, Président. Bon, l'exercice, va falloir faire vite. Alors, voilà, non, vous avez du temps. Je veux d'abord appuyer le travail des rapporteurs, car ce rapport a un mérite essentiel pour moi. Il met à nu une politique qui ne tient plus face au dérèglement climatique. Et permettez-moi même d'aller plus loin, parce que cette politique fait la part belle à une fiction.
celle de l'indépendance de la Banque centrale européenne, présentée comme un gage de neutralité, de stabilité. Or, l'histoire économique nous enseigne exactement l'inverse. La monnaie n'a jamais été neutre. Elle est toujours orientée, toujours au service d'un modèle de société. Après la Seconde Guerre mondiale, les banques centrales étaient placées sous le contrôle politique. Elles finançaient la reconstruction, l'investissement, l'intérêt général. Ce n'est qu'à partir des années 80, dans le sillage du tournant néolibéral, qu'on a sacralisé leur indépendance, non pas pour protéger les peuples, mais pour les soustraire au débat démocratique. Aujourd'hui, cette indépendance devient pour nous un obstacle. Le rapport le démontre en creux, finalement. Le dérèglement climatique affecte directement l'inflation, la stabilité financière, la croissance. Il rend la politique monétaire elle-même plus incertaine, mais aussi plus violente socialement. Continuer à prétendre que la Banque centrale pourrait rester hors sol, hors du politique, c'est refuser de regarder une réalité en face. Pire, sous couvert de neutralité, la BCE a longtemps favorisé les secteurs les plus carbonés parce que ce sont eux qui émettent le plus de titres financiers. La neutralité de marché est devenue une neutralité contre le climat. Nous devons donc assumer une rupture claire. La Banque centrale doit être placée sous contrôle démocratique. Elle doit être au service d'objectifs politiques explicitement définis. Elle doit contribuer à organiser nos sociétés pour vivre avec le dérèglement climatique en finançant massivement l'adaptation, la transition, les services publics, les biens communs. C'est une exigence démocratique. Si la monnaie décide de ce qui est finançable ou non, alors ce sont les citoyens qui doivent décider. Comme le disait, l'écrivait même Antonio Gramsci, la crise consiste précisément dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. À nous de faire naître une politique monétaire, enfin au service du vivant, du peuple et de l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Chers co-rapporteurs, je vous cède la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Ah bah attendez, je vais prendre la... Pardon, je n'avais pas vu. Nathalie Kodja, pour une question. Merci, Monsieur le Président. Ça va être deux petites questions assez rapides, en fait. Concernant la proposition de Monsieur Blanchard et des messieurs Blanchard et Pisani de éventuellement relever la cible d'inflation de la Banque centrale européenne, je comprends que cela impliquerait un changement des traités. Donc, je voudrais avoir confirmation de, en fait, quel serait le processus juridique pour pouvoir le mettre en œuvre. Et ma deuxième question concerne le sujet du financement de la transition climatique que vous avez évoqué en arrivant à la conclusion que les leviers fiscaux, réglementaires et budgétaires étaient probablement plus adaptés pour ce financement. Et j'aurais souhaité avoir un petit peu votre opinion sur quels étaient donc au-delà du levier monétaire, quand on considère ces aspects-là, quels étaient les leviers les plus appropriés. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Vas-y. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous répondre un peu à tous en même temps, chers collègues, et puis de toute façon, on va vous répondre à deux. Il ne vous aura pas échappé que donc, vous avez deux co-rapporteurs qui ne sont pas sur les mêmes segments idéologiques. Typiquement, sur la question de l'inflation, on est deux. Ça fait partie des choses qui ont été émises. Je ne vous dirai pas que c'est l'objet avec lequel je suis le plus d'accord. Néanmoins, moi, je ressors de ce rapport toujours avec beaucoup d'ambivalence. C'est-à-dire que j'entends que les politiques récentes de la BCE démontrent que le risque climatique peut être pris en charge dans le cadre de son mandat. Qu'avant de dire qu'on va émettre de la monnaie ou qu'on va utiliser des leviers, on a effectivement le devoir et la responsabilité d'arriver à mobiliser les capitaux de l'épargne des Européens pour financer les transitions. Nonobstant, ce qui a été dit plusieurs fois dans le rapport, c'est que ce sont des investissements qui ont des
très faible rentabilité, voire des rentabilités nulles. Donc ça questionne quand même beaucoup de choses. On peut aussi agir, comme ça a été dit, à travers les actions de politique prudentielle, que la BCE peut aussi, elle l'a démontré, utiliser des politiques moins conventionnelles, type le quantitative easing, comme ça a été fait. Donc tout ça, c'est dans son mandat. J'entends aussi qu'une banque centrale ne peut pas faire n'importe quoi avec son bilan. Et donc, même si on décidait d'intervenir plus, personne n'est capable de dire à quelle limite les choses peuvent basculer d'un point de vue bilanciel. Donc ça, c'est une vraie question qu'on devrait se poser collectivement. Ça, c'est pour la partie de tous ceux qui nous ont dit, qu'on a auditionnés, qui nous disent en fait, on peut faire, il est urgent que rien ne change. Mais il y a un mais. Il y a quand même un mais. Ce que je veux dire, c'est que le mais, c'est est-ce qu'on fait face ou est-ce qu'on ne fait pas face à un moment exceptionnel ? La question se pose. Notre collègue l'a rappelé, après la guerre, une partie de la reconstruction, alors c'était des actifs productifs, mais a été faite à travers la politique monétaire. D'autres zones économiques aujourd'hui utilisent la politique monétaire pour impulser des politiques publiques. Donc ça, c'est quand même une question qu'on doit se poser. Et donc s'il y a une urgence à effectuer la transition, ça veut dire qu'il y a une urgence à investir. Donc malgré tout, si on a du mal à mobiliser des capitaux privés, si on a du mal à mobiliser un certain nombre de politiques pour faire ces investissements, s'ils sont nécessaires à être faits maintenant et que si le coût ultérieur est bien supérieur, et d'ailleurs on parle que de coût, mais c'est pas qu'un coût, il y a un moment, il y a une limite à savoir dans quel monde on rentre. Donc on doit quand même se poser la question de savoir si on doit intervenir différemment. Et effectivement, ça pose la question du lien avec le politique. Et à minima, ça pose la question du lien avec la démocratie pour au moins qu'il y ait une acceptabilité et une compréhension des politiques menées. Et puis après, je veux dire, on parle tous systématiquement de souveraineté, mais à la base, le premier attribut du souverain, c'est de frapper monnaie. Donc on doit quand même, si on continue à parler sempiternellement de souveraineté, il faut quand même qu'on se repose un peu la question. Donc voilà, je sors du rapport assez ambivalent. Il y a eu, vous avez posé, chers collègues, la question aussi de dire qu'on pourrait utiliser les leviers fiscaux, les leviers budgétaires. Moi, je suis de plus en plus mal à l'aise avec ça. Comme je suis mal à l'aise dans nos inaugurations, dans nos collectivités, où chacun vient avec son logo et sa subvention, je rappelle qu'il n'y a qu'un seul contribuable. Donc de toute façon, que vous fassiez payer par le producteur ou le consommateur, que vous fassiez payer par la politique monétaire ou la politique budgétaire ou la politique fiscale, de toute façon, il y a quelqu'un qui paye. Et à la fin des fins, c'est le travail des gens. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on soit lucide là-dessus. Donc voilà, moi je ressors de ça, de dire qu'il faut faire, sur la question du rapport Pisani-Ferry et des 2%, passer à 3%, ça peut avoir un intérêt, ça augmente la quantité de liquidité, pourquoi pas. Pour le coup, je suis un peu comme le Trésor, je pense que c'est des choses qu'on fait sans le dire, et encore moins dans des périodes où la crédibilité pourrait être mise en jeu. Je crois qu'il faut qu'on s'attache vraiment au vrai sujet, qui est la question du lien du politique avec la politique monétaire dans des périodes exceptionnelles. Voilà, et peut-être qu'on peut ouvrir une période et sachant la refermer. Alors après, en France, on a bien démontré qu'on a du mal à fermer des périodes qu'on ouvre, mais... Oui, merci aux collègues pour leurs propos. Pour donner quelques éléments, donc notamment sur le relèvement de la cible de l'inflation, parce que c'est une des propositions qui, à mon sens, peut faire, fait débat, mais est quand même intéressante. Et ce qui est un des points qui a été expliqué et mis en avant par les économistes qui portent cette idée, c'est d'abord de replacer ce débat dans le fait que, dans le calcul, alors moi je ne suis pas économiste ni spécialiste du sujet, mais de ce que j'en ai étonné, dans le calcul du coût du capital,
en lien avec les taux d'intérêt. Ce qui compte, ce ne sont pas tant les taux d'intérêt nominaux que les taux réels. Le taux nominal moins l'inflation. Et donc, une hausse d'inflation, si elle est moins que compensée par la hausse des taux d'intérêt, réduit le coût du capital et la charge de la dette. Et donc, c'est les exemples qui avaient été donnés après la Seconde Guerre mondiale ou après la crise sanitaire Covid. Le regain d'inflation a contribué à faire fondre, en fait, au final, la charge de la dette et le coût du capital. Et c'est un des arguments qui montre que ça peut avoir un intérêt de relever cette cible tout en restant à un niveau modéré. Voilà, on parle de passer de 2 à 3, mais, et c'est pour ça qu'on insiste sur le nécessaire doigté à avoir et la prudence. Mais ça donnerait quand même une respiration. Il n'y aurait pas besoin de changement des traités, puisque c'est au niveau des gouverneurs centraux, et c'est quelque chose qui a déjà été pratiqué. Et rappeler aussi, quand on parle de l'inflation, du risque d'inflation, c'est que dans les risques du dérèglement climatique, il y a cette inflation, et ce risque-là, il est bien plus important que l'inflation modérée qu'on pourrait laisser filer pour permettre une politique au niveau européen. Pour ma part, en fait, j'étais assez surprise du consensus très large sur le fait qu'on avait les moyens d'intervenir et que la BCE avait actuellement les moyens d'intervenir. Elle a plutôt un bon bilan au niveau international sur ce qui est mis en œuvre, y compris au niveau français, et des initiatives qui ont été prises. Ce qui était noté aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est moins la BCE que le politique, et notamment au niveau du Parlement et des rapports de force politique au sein du Parlement qui peuvent constituer des freins. Et les débats et les décisions autour des directives omnibus sont une des exemples du fait que c'est aujourd'hui un recul par rapport à une question qui est fondamentale et importante, et que plusieurs personnes intervenantes, donc notamment je pense aux gestionnaires d'actifs, nous ont pointé, c'est la question des données, en fait, et de la précision des données et du reporting des données. Un point que je souhaitais qu'on aborde, qui est abordé dans le rapport, sur la question de la souveraineté, de quelles sont les institutions qui sont chargées de ces données. Et aujourd'hui, on a un problème de souveraineté au niveau européen, parce que ce sont très majoritairement des entreprises américaines, des États-Unis d'Amérique, dont les standards ne sont pas les mêmes qu'au niveau européen, et qui plus est dans le contexte géopolitique actuel. Et ça pose un problème de qui a la main sur les différentes normes et standards pour pouvoir établir les données qui sont essentielles dans l'évaluation des entreprises. Et donc cette dimension-là est à prendre en compte, et autant la nécessaire simplification, effectivement, pour des acteurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises, de cette exigence de reporting, elle est partagée, parce qu'en fait, ces entreprises-là n'ont pas les moyens qu'ont par ailleurs les grandes entreprises pour pouvoir dévoluer du temps, de l'énergie, des postes pour faire ce travail. Mais ce qui a été pointé, c'est qu'il y a besoin, et il y a une volonté des acteurs économiques, des entreprises, etc., de faire ce travail-là. Mais c'est un travail qui va être rendu plus difficile par les choix politiques faits au niveau des directives omnibus, qui en fait n'ont pas, sous l'argument de la simplification, en fait, ont rendu plus difficile ces dimensions, et n'abordent pas, encore une fois, la question de la souveraineté de ce travail-là. Pour finir, je voudrais indiquer que effectivement, autant je pense à titre politique personnelle que la question de l'indépendance des banques centrales se repose, comme ça a été indiqué, mais le volontarisme politique et ce qui était en fait assez clair, au-delà du volontarisme politique des États et des choix au niveau de la Commission
du Parlement européen et du Conseil des gouvernements et des représentants d'État, c'est là en fait que va se déterminer. Et d'une certaine manière, en fait, la Banque centrale et les gouverneurs de la Banque centrale, eux sont dans leur rôle, ont pris des initiatives qui peuvent aller encore plus loin comme nous le proposons, mais ce sont les choix, et c'est les choix des États qui vont déterminer si notre Union européenne et sa zone font réellement face aux défis climatiques. Et on en revient, pour le coup, je rejoins le collègue Alfandari, au choix politique et au volontarisme politique qui va être nécessaire, et au choix ensuite en termes budgétaires qui devront être faits. Et je pense que le consensus qu'il y a et qui a permis que les instances de la BCE aient intégré en fait la question climatique est un signe positif qu'on peut aller vraiment plus loin. Il faut maintenant que les États et les gouvernements en fait décident de mettre tout ça à l'ordre du jour dans un moment, je finis sur cette dimension géopolitique, où notre continent et l'Union européenne ont un rôle particulier au niveau international avec les choix qui sont ceux des États-Unis d'Amérique de revenir complètement en fait et d'être en recul sur ce point. Voilà. Donc, en tous les cas, c'est, je crois, un rapport qui pose et présente des pistes de travail intéressantes sur un sujet majeur. Et je tiens aussi à terminer par remercier notre administratrice pour son travail, sa réactivité dans la production du rapport, et mon co-rapporteur, bien évidemment, pour ces longs mois. C'était un long travail que vous avez porté d'ailleurs tout seul au début, et qui a été très instructif pour moi personnellement sur des sujets financiers dont je ne suis pas très familière, mais dont j'ai apprécié de pouvoir être éclairée par les nombreux experts et expertes qui ont bien voulu répondre à notre sollicitation. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Vous voulez pas rajouter un mot, non? Ah si, j'ai senti que vous aviez envie, c'est pour ça. Allez-y. Deux choses qui me paraissent quand même importantes. Ce rapport, je l'avais fait à la suite du rapport sur le marché du carbone. Et il était d'ores et déjà ressorti sur la question du marché du carbone, et la question se repose sur la directive Omnibus et ce que l'on fait. C'est sur l'efficience de nos indicateurs, le fait qu'ils soient auditables et scalables, que ça soit des choses qui nous permettent de négocier avec d'autres zones économiques. Ce que je veux dire, ce que l'on fait pour nous, il faut que ça soit utilisable pour des Chinois, et que ça soit un support des échanges internationaux. Sinon, ça ne fonctionne pas. On a eu un autre débat où on en pensera ce qu'on veut sur l'acétamiprid, mais si à chaque fois notre principe c'est de dire qu'on va faire le système que tout le monde nous envie et que personne ne nous prend, ça ne marchera pas. Il faut qu'on arrive à avoir des choses qu'on partage entre les différentes zones économiques du monde et qui font référence. Et l'autre objet, autant je ne serais pas d'accord pour faire de la politique monétaire pour financer des services publics. Là, je pense que c'est l'outil fiscal qui doit le faire. Hein. C'est par nos impôts que nous les finançons, et ça doit être une décision collective. En revanche, réellement, avoir un mécanisme qui permettrait d'investir très lourdement et très rapidement dans tout ce qui est infrastructure, c'est-à-dire rail, énergie, réseau, eau, de tout ce qui va procéder de la décarbonation et qui va amener des services à nos entreprises, quitte à ce qu'on le paye collectivement, mais on les remet dans la compétition mondiale avec des tarifs compétitifs. Je pense que ça amènera aussi de l'emploi, de l'espoir, de la natalité dont notre continent européen a besoin. Et je pense qu'à terme, ça a une véritable rentabilité. Donc il faut aussi regarder un peu les choses différemment de temps en temps. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour votre travail très important tout au long de ces longs mois. Et merci pour cette présentation. Je crois qu'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole. Et donc, je dois vous poser la question habituelle lorsqu'un rapport est sur le point d'être terminé. Est-ce que la Commission autorise le dépôt du rapport d'information au vu de sa publication ? Je prends ça pour un oui et je vous en remercie. Et je vous propose, chers collègues, parce que vous
savez qu'on avait on s'était entendu avec nos collègues allemands du Bundestag pour présenter conjointement nos travaux. Les rapports d'information que nos amis allemands font peuvent venir les présenter ici et vice-versa. Donc c'est quelque chose qui s'est un peu perdu ces dernières années, mais comme c'est un sujet important, si vous avez envie d'aller à Berlin présenter votre travail aux députés du Bundestag de la Commission des Affaires européennes, je pense que ça pourrait être très intéressant de le faire. On pourra débattre avec les collègues. Bah ouais, je pense que c'est intéressant de le faire. Voilà, on a terminé.